Le monstre de Frankenstein revient encore sur nos écrans, mais cette fois, il est punk, il est gangster, il est tatoué et surtout, il est fiancé. The Bride, c'est le nouveau délire inspiré du roman de Mary Shelley avec Jessie Buckley dans le rôle de la fiancée et Christian Bale dans le rôle du monstre de Frankenstein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film qui ne fait absolument rien comme celui de Guillermo del Toro. Tant mieux, ou pas. Les mortes ont des choses à dire. Et je vais les dire. Bonjour à toutes et à tous, ici Judith pour vous parler de The Bride, la nouvelle adaptation très libre du mythe de Mary Shelley qui vient d'arriver en salle. The Bride, autrement dit La Fiancée, c'est le deuxième long métrage en tant que réalisatrice de Maggie Gyllenhaal après The Lost Daughter. Pour l'occasion, la metteuse en scène a retrouvé Christian Bale dont elle était le love interest dans The Dark Knight et à qui elle a confié ici le rôle du monstre de Frankenstein, et elle a aussi retrouvé Jessie Buckley qu'elle avait dirigé dans The Lost Daughter pour incarner le personnage de sa fiancée. Jessie Buckley qu'on a déjà applaudi cette année pour sa performance dans Hamnet, qui pourrait bien lui valoir un Oscar. Le film était à la fois très attendu, parce qu'un Frankenstein en mode film de gangster des années 30 qui se passe à Chicago, qui comporte des numéros de danse et un casting pareil, c'est quand même hyper intriguant, mais aussi très redouté, parce que ça fait des années maintenant qu'on en suit la production compliqué. Au tout début, The Bride devait être un film Netflix, mais la plateforme a renoncé au projet devant le budget de 100 millions de dollars annoncé en 2023 et s'est rabattue sur le film de Guillermo del Toro. Ce qui est un peu ironique, puisqu'a priori, avec 120 millions de dollars de budget, le Frankenstein avec Oscar Isaac et Jacob Elordi a finalement coûté aussi cher, si ce n'est plus cher que The Bride. Mais finalement, après le retrait de Netflix, c'est la Warner qui a récupéré le bébé, ce qui a eu le mérite de rediriger le projet vers une sortie en salle, avec un budget de 80 millions revu à la baisse. Mais tout ne s'est pas bien passé de leur côté non plus. Aujourd'hui, le film voit le jour, mais il faut se rappeler que sa date de sortie a quand même été repoussée du 26 septembre 2025 au 6 mars 2026, et malgré les prétextes peu crédibles invoqués pour justifier ce décalage, tout le monde a plus ou moins fini par savoir ce qu'il s'était passé. Apparemment, à la suite de projections tests plus ou moins catastrophiques, la Warner aurait paniqué et aurait eu quelques tensions avec Maggie Gyllenhaal, qui a alors dû non seulement retravailler le montage du film, mais surtout partir sur un tournage additionnel assez conséquent pour rajouter ou refaire des scènes. Paraît-il qu'avec ces reshoots, le budget du film serait finalement revenu dans les 100 millions, sans compter la promo, donc bon, tout ça sent les conflits artistiques et financiers pas très fun qui avaient de bonnes chances de se ressentir sur le résultat final. Rappelons qu'à l'époque, la Warner avait essuyé de gros échecs avec des blockbusters d'auteurs qui se sont plantés au box-office, comme Furiosa et Mickey 17. L'énorme succès de Sinners, qui a un peu rattrapé le coup, n'avait pas encore eu lieu, et on se doute que le studio avait sacrément les miquettes en songeant à l'exploitation en salle de The Bride. Alors, est-ce que tous ces problèmes de production se ressentent dans le résultat final ? Eh bien, oui, ils se ressentent même beaucoup, on va pas se mentir. Je vais en parler tout de suite, mais promis, après je parlerai aussi des qualités du film, qui en a beaucoup, et c'est quand même plus intéressant. Au sortir de la projection presse à laquelle j'étais avec Geoffrey, ce dernier me faisait remarquer très justement, et il faut en profiter parce qu'il a rarement raison, qu'il est très difficile, en regardant le film, de comprendre ce qui était dans la version originale de Maggie Gyllenhaal et ce qui a été rajouté après le conflit avec la Warner. Parce que, globalement, le scénario est très bancal, et certains éléments semblent y avoir été rentrés au chausse-pied pour donner un fil rouge un peu classique au film, et en même temps, même ça fonctionne tellement pas, c'est tellement mal géré qu'on se demande quel était vraiment le but de faire ça. Quand je dis ça, je pense à différents éléments que je vais évoquer de façon assez vague pour ne pas vous spoiler, mais il y a le fait qu'on comprenne très tardivement, par exemple, que le road trip des deux amoureux suit une sorte de pèlerinage cinéphile qui n'a aucune logique ni véritable motivation et qu'on l'apprend que parce qu'un personnage nous le dit, le fait que la pseudo-traque menée par les personnages de Penelope Cruz et Peter Sarsgaard n'ait presque jamais aucune incidence sur l'histoire et se pose juste comme un commentaire un peu cliché et maladroit, très en retrait de l'action, le fait qu'on ne comprenne pas la backstory d'aucun des personnages et que leur objectif reste donc très flou, etc. Et notamment en ce qui concerne ce terrible mafieux appelé Lupino. Notez d'ailleurs qu'il s'appelle Lupino et que le personnage de Jessie Buckley, avant d'être tué et ressuscité, s'appelle Ida. Les fans de l'actrice et réalisatrice proto-féministe des années 1950, Ida Lupino, seront contents. Bref, en fait, à chaque fois que The Bride tente de se rapprocher d'une narration un peu académique, il se plante et donne l'impression d'un édifice alambiqué maladroitement posé sur des fondations branlantes. Paradoxalement, le film s'en tire beaucoup mieux dans ces moments de folie qui mettent de côté la rationalité et se contrefichent bien d'une quelconque logique pour privilégier l'émotion, le symbole et la mise en scène. J'en parlerai plus longuement par la suite, mais ce contraste étrange entre les aspects les plus évidents qui sont totalement ratés et les aspects plus casse-gueule qui sont réussis
à quelque chose de très surprenant et qui nous fait se demander si c'est pas un peu la Warner qui a abîmé le film en obligeant Maggie Gyllenhaal à rajouter des éléments plus classiques dans son délire punk. Malheureusement, on n'aura pas la réponse à cette question, à moins d'avoir un jour droit à une Director's Cut. Et si on l'a un jour, j'aimerais savoir si c'était prévu depuis le début d'avoir ces plans en noir et blanc sur Mary Shelley, qui est comme un fantôme tapis dans le noir et qui parle à l'esprit de la fiancée. L'idée, c'est que le fantôme de Mary Shelley, donc l'autrice de Frankenstein, qui est aussi jouée par Jessie Buckley, possède l'héroïne et parle à travers elle depuis cette espèce d'au-delà. Alors le coup de la possession presque démoniaque par Mary Shelley, avec une répétition de son histoire personnelle qui se fait à travers celle de la fiancée, c'est top, et j'en garde pour la suite de la vidéo. Mais le fait d'y consacrer vraiment des plans, de voir Mary Shelley à l'image et de la filmer comme ça, avec ce type de dialogue, et je trouve que ça marche pas du tout. Non seulement c'est très superflu, mais en plus c'est hyper maladroit, c'est des répliques empoulées qui veulent pas dire grand chose mais qui s'écoutent bien ronronner, et c'est surtout des moments gênants à jouer pour Jessie Buckley. C'est une comédienne formidable, elle l'a déjà largement prouvé, mais ces passages où elle est censée incarner la femme ténébreuse, mi-folle, mi-brillante, qui tape des monologues face caméra, moi ça m'a rappelé des traumatismes de cours de théâtre. C'est comme quand ta prof de théâtre te met devant tous tes petits camarades et qu'elle te dit « Récite ta liste de courses comme si tu étais Fidel Castro » ou « Imite la pomme qui a peur de tomber du pommier un soir d'automne dans le sud du Finistère ». Non mais franchement je trouve ça gênant pareil. Et c'est vraiment compliqué d'être un bon acteur dans ces moments-là. Ça me rappelle qu'une fois j'ai passé une audition pour une pub, j'avais droit à aucun dialogue ni aucun accessoire, mais on m'a dit fais une meuf qui rejoint son père en vacances et qui, devant son grand âge, décide de l'aider à lancer un business de vente de fruits en ligne grâce à une nouvelle application. Sans accessoires, sans dialogue. J'ai pas eu le rôle et j'aime mieux vous dire que je veux pas savoir à quoi ressemblait ma performance parce que rien que ce souvenir me hante encore la nuit. Donc oui, les personnages bâclés comme celui de Penelope Cruz et Annette Bening, les péripéties qui s'enchaînent on ne sait pas comment, les problèmes qui se résolvent on ne sait pas comment non plus, et les dialogues qui racontent rien la moitié du temps mais qui sont bien lourdingues, bah oui, ça fait que le film il a des défauts, c'est sûr. Et pourtant oui, j'ai sincèrement aimé The Bride pour un tas de raisons qui, selon moi, pèse plus lourd que les problèmes que je viens d'évoquer. Et maintenant, je vais donc essayer de vous convaincre d'aller voir ce film, malgré tout ce que je viens de dire. C'est bien simple, à la fin de la vidéo, je veux que vous vous disiez « Ok, je vais voir The Bride », ou alors si je fais vraiment le choix regrettable de ne pas y aller, je vais au moins m'abonner à Écran Large en contrepartie, parce que c'est vrai qu'elle a quand même super bien essayé de me convaincre, et qu'à défaut de soutenir le film, je peux au moins soutenir une presse cinéma qui se démène pour exister, et qui a besoin de moi. Surtout qu'en plus le site est quand même super cool, avec même des articles exclusifs réservés aux abonnés. Oh et puis tiens, je vais aussi laisser un gentil commentaire sous cette vidéo pour aider au référencement de cette chaîne YouTube, qui propose toujours des critiques et des analyses de grande qualité. Oh, vous êtes trop mignons de penser tout ça. Bon, vous savez, parfois les films imparfaits sont justement imparfaits parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils tentent des choses qu'on n'a pas ou peu vues ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et que c'est compliqué de tout bien dire. La preuve ici avec un discours féministe parfois malin et intelligent, et parfois pas clair du tout. Mais bref, The Bride fait partie de ces films qui tentent plein de trucs, qui prennent plein de risques, quitte à foirer pas mal de choses, mais aussi et surtout à en réussir de belles. The Bride réussit déjà très bien son monstre. C'est le personnage de la fiancée qui est la star du film, on y reviendra, mais le personnage de Frankenstein est vraiment très cool, alors qu'il a déjà été fait tellement de fois dans l'histoire du cinéma. Et oui, je l'appelle volontairement Frankenstein, parce que le personnage explique qu'il a fini par s'approprier le nom de son créateur, mort depuis longtemps, ce qui va nous déboussoler tous ceux qui étaient déjà en train de dire dans les commentaires « Non mais Frankenstein, c'est pas le monstre, c'est le scientifique !» et qui font ce genre de commentaires depuis 200 ans. Rassurez-vous, il vous reste encore la possibilité d'expliquer que Zelda c'est la princesse. La question du nom comme étant la définition d'une identité est centrale dans le film, c'est pour ça que la fiancée cherche le sien et que Frankenstein a décidé, dans un désir d'affirmation, d'effacer son créateur en reprenant son nom. Ce Frankenstein n'était pas un personnage évident à réussir, et personnellement, au regard de la bande-annonce, je m'attendais à ce que ce soit un antagoniste pur et dur, un vrai méchant dissimulé, parce que c'est quand même un gars qui décide de faire ressusciter une meuf et de lui imposer dès son réveil l'idée qu'elle a sa fiancée en lui mentant sur sa vie d'avant. C'est déjà un problème soulevé dans le fameux La fiancée de Frankenstein de James Whale, dans lequel la fameuse fiancée n'apparaît que quelques secondes à la fin, et dans le Frankenstein de Kenneth Branagh, où le personnage féminin n'a finalement pas beaucoup plus de place, mais aussi dans la série Penny Dreadful, où là la question est un peu plus abordée. Mais reconnaissons au moins dans le film de Kenneth Branagh la qualité d'avoir représenté une fiancée qui a vraiment l'air d'une créature zombie, pour le coup pas comme dans The Bride, où on a un Frankenstein bien tout tordu, à moitié pourri, et une femme qui a juste un maquillage et une coiffure un peu chelou quoi. Bref, en fait ici Frankenstein a grand besoin d'apprendre le consentement, ce à quoi il viendra en apprenant à connaître celle qu'il aime. Mais son ignorance vient du fait qu'il souffre grandement de sa solitude et qu'il donnerait absolument n'importe quoi pour un contact un peu humain,
simplement quelque chose qui lui permettrait de ne pas être complètement seul. Il y a une interview de Christian Bale dans laquelle il explique que son Frankenstein se satisferait même d'avoir simplement quelqu'un d'assis sur une souche avec lui pour contempler le vide tant qu'il n'est plus tout seul à le faire. Il a quelque chose d'un chien qui ne rêve de rien de mieux que d'avoir un regard ou une caresse de son humain et qui peut être amené à tout... Oh, Noulou, t'es mon petit Frankenstein. Et qui peut être amené à tout faire pour le protéger. Je trouve très touchant les moments où il fait référence, sans entrer dans les détails, à son histoire qu'on connaît déjà, et notamment le fait que son image de monstre et ses débordements lui ont déjà valu beaucoup d'ennuis par le passé. On l'imagine tout à fait dans le moulin face aux torches et aux fourches des villageois, à la place de Boris Karloff dans le film de James Whale dans ces moments-là. Et en termes d'interprétation, Christian Bale s'éclate de manière très visible et le résultat est assez génial. On croit à fond à cette personnalité romantique, vulnérable, mais aussi explosive, et je pense que c'est l'un des meilleurs monstres de Frankenstein depuis longtemps. Mention spéciale aussi pour la scène dansée, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Christian Bale faire des numéros de danse comme il aime, et ça doit quasiment remonter en fait à Newsies en 92 et à Swing Kids en 93. Côté fiancé, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un personnage qui, contrairement à Frankenstein, n'a pas de personnalité ayant été définie de manière canon, puisque dans le roman de Mary Shelley, elle est seulement évoquée mais n'est jamais créée, et que le cinéma lui a, jusqu'ici comme je le disais, laissé peu de place. Maggie Gyllenhaal choisit d'intégrer ça à l'écriture de son personnage, au travers duquel elle va faire parler beaucoup de voix féminines différentes. Déjà, rien que le choix de faire interpréter à la fois la fiancée de Mary Shelley à la même actrice, ça rappelle ce que faisait Elsa Lanchester dans La fiancée de Frankenstein en 1935, avec un petit clin d'œil à sa coiffure iconique bien sûr. On a l'impression que Jessie Buckley est là pour donner la parole à la fiancée d'Elsa Lanchester, qui n'a jamais pu la voir, puisqu'elle n'a droit à aucune réplique dans le film de James Whale, si ce n'est un cri avant de mourir. À travers elle, grâce à une forme de phénomène de possession, parle Mary Shelley elle-même, mais aussi, au fur et à mesure, toutes les femmes décédées, victimes de féminicide ou de violence ou d'invisibilisation en tout genre. Et ensuite, du côté des vivants, puisque la fiancée porte la voix des mortes dans le monde des vivants, le personnage de Jessie Buckley va servir de modèle aux femmes opprimées et inspirer une insurrection féminine. C'est quelque chose qui est à peine assez évoqué dans le film, mais l'idée est là et elle est jolie. Ce que je préfère, je crois, c'est le fait que le couple de monstres fonctionne en triptyque avec les deux détectives et aussi le couple Mary Shelley et Percy Shelley, même si ce dernier n'est pas montré à l'écran. Dans chacun de ces duos, à la fois très différents et semblables, la femme va devoir réussir à prendre son indépendance et à se faire un nom face à l'homme qui l'accompagne. Pour rappel, Mary Shelley était mariée au célèbre écrivain Percy Shelley, et dans un premier temps, Frankenstein a été publié anonymement, avec une préface de Percy Shelley qui lui était déjà célèbre. C'est aussi à ça que fait écho le fait que la fiancée cherche son propre nom après sa résurrection, comme si Mary Shelley elle-même était venue au monde une deuxième fois en créant l'un des mythes les plus fondamentaux de la littérature moderne et qu'elle avait dû recréer sa propre identité par la même occasion. On peut même aller un peu plus loin en regardant le casting. Et alors là, je tire peut-être un peu mon propos par les cheveux, mais il faut noter que le savant fou de l'histoire, ici, est une savante folle incarnée par Annette Bening. Et Annette Bening, attention, Minute People, c'est la femme du très célèbre Warren Beatty. Acteur qui a explosé au cinéma lorsqu'il a incarné Clyde Barrow dans le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967. Quel est le rapport ? The Bride fait constamment référence à Bonnie and Clyde, en présentant son couple de monstres comme des parias gangsters des années 30 qui sillonnent l'Amérique en voiture. Et si vous avez vu Bonnie and Clyde, vous vous rappelez sans doute la scène de leur exécution par les flics, particulièrement violente, qui montre les deux bandits être criblés de balles au ralenti. Ce fameux ralenti est repris dans des scènes qui peuvent ressembler à ça dans The Bride, et ce n'est évidemment pas pour rien. Bref, quand on fait un film qui se réclame autant de Bonnie and Clyde et qu'on donne le rôle de la scientifique à Annette Bening, qui a elle-même une très belle carrière, mais qui n'est pas une légende comme son mari Warren Beatty, j'y vois comme un clin d'œil méta au fait de vouloir vraiment donner la lumière à toutes les fiancées de monstres sacrés au sens large. Parce qu'elle est en recherche de sa propre personnalité, de ses souvenirs et de son nom après sa résurrection, la fiancée est un personnage compliqué qui n'est pas du tout aussi clair que celui de Frankenstein. C'est peut-être aussi ça qui rend parfois la progression de l'histoire un peu nébuleuse. Mais justement, c'est assez fascinant de voir Jessie Buckley donner corps à cette boule d'énergie électrique qui a tout à exprimer, tout à sortir d'elle, tout un héritage de souffrance et de désir à partager pour elle et pour toutes les autres, sans cadre et sans limite. On est évidemment très loin de ce qu'a pu faire Jessie Buckley dans Hamnet ou dans Men. Là, elle est sur une prestation beaucoup plus délirante et explosive, et voilà une belle corde ajoutée à son arc d'actrice la plus en vue de 2026. Pour revenir sur le film dans son ensemble, je voudrais évoquer ce que j'estime être les meilleures séquences. Encore une fois, sans trop en dire. Je veux parler de la scène de danse, qui est malheureusement la seule, alors que c'est vraiment la meilleure du film,
et de la scène du drive-in. Ces deux séquences ont en commun d'envoyer paître la rationalité de la narration, puisqu'elles mélangent réalité et fantasme, mais sans qu'on sache vraiment si on est seulement dans la tête des deux monstres, ou si les autres personnages autour voient la même chose qu'eux. Et j'adore cette espèce de flou qui ne s'emmerde pas à rendre ça logique, mais qui exprime la beauté de ce fantasme comme quelque chose qui n'a pas de limite claire et qui dépasse les frontières de l'esprit de celui qui le rêve. C'est le point d'orgue de tout le discours que le film fait sur le cinéma, puisque Frankenstein est très cinéphile dans The Bride et qu'il est une véritable groupie d'un acteur qui ressemble étrangement à Jake Gyllenhaal. The Bride parle de la manière dont le monstre est toujours déjà l'acteur d'un récit préconçu par les préjugés des autres, par les cases de la société, et la manière dont il incarne ce rôle contre son gré, mais aussi la manière dont il peut s'en emparer pour le prendre à revers. Le concept de monstre en soi, qui vient du latin monstrum, qui veut dire montrer ou avertir, le monstre étant donc l'anomalie qui est censée incarner ou pointer du doigt les travers de la société, est indissociable du récit qu'on en fait, des choses qu'on projette dessus, des peurs qu'on exprime à travers lui. Donc le monstre est toujours associé au principe même de la fiction, au fait de fictionnaliser ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on craint, etc. C'est pour ça que je trouve génial d'avoir profité du cadre des années 30, des parallèles avec Bonnie and Clyde qui sont devenus aujourd'hui plus des mythes aussi que des personnages historiques, pour avoir rendu Frankenstein cinéphile et avoir emmené ces deux amants vers une relecture plus moderne du concept de monstre, qui a forcément été drastiquement réactualisé à une époque avec un art comme le cinéma, et qu'il est encore aujourd'hui. Avec ces fameuses deux séquences, Maggie Gyllenhaal trace un trait d'union entre l'héritage des monstres Universal, les films de gangsters et leurs parias qui étaient une autre forme de monstre, et les parias, surtout féminines, d'aujourd'hui. Alors oui, on l'a dit, The Bride souffre de pas mal de défauts. Ça part dans tous les sens, ça tient pas bien sur ses deux jambes, etc. Mais pour moi, au-delà de la performance des acteurs, des personnages touchants, de la super direction artistique, de la très belle photographie, c'est ce genre de moments tout simplement géniaux qui valent le coup. Le film est très imparfait, oui, mais fait partie de ces œuvres imparfaites dont on sent que l'imperfection est aussi due au fait qu'on recherche, qu'on essaye, qu'on dépasse du coloriage, qu'on s'autorise à faire n'importe quoi pour réussir à trouver quelque chose de mieux, de réellement original. Quelque chose qui mérite qu'on s'intéresse encore à la création cinématographique à une époque où on a l'impression que tout a déjà été fait, surtout Frankenstein. The Bride est le genre de curiosité qu'il faut aller voir en sachant qu'on ne vient pas du tout chercher le nouveau Spielberg, mais en sachant qu'on y verra des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Et c'est ce qui compte, a fortiori, dans un film de monstre au sens premier du terme. Plus le temps passe et plus j'aime le film, parce que ses images et sa singularité me restent beaucoup plus que les défauts de son écriture. Et pour moi, c'est finalement ça, le plus précieux. Si vous voulez plus de critiques à chaud, je conclurai en vous recommandant d'aller voir la vidéo qu'Antoine a faite sur le nouveau Pixar, Jumpers, parce que pour le coup, il le défonce avec intelligence et plein de choses passionnantes à écouter. Voilà, c'est juste ici. Allez lui faire coucou. Quant à moi et à Nala, on vous dit merci et à bientôt. Oui, à bientôt, Nella.